Son mari a payé des tueurs pour l'enterrer vivante, mais la suite vous choquera au-delà de toute attente. Regardez jusqu'au bout pour découvrir comment une femme enterrée est passée de la mort à un pouvoir inébranlable. Luana était le genre de femme que toutes les mères priaient pour que leur fils épouse. Douce, travailleuse, respectueuse. Dans le paisible village de Dolamba, son petit atelier de couture était toujours animé. On venait pour son savoir-faire, mais on restait pour sa gentillesse. Elle n'avait ni ennemis, ni secrets, juste des rêves d'amour et de vie tranquille. Alors, quand Kalamb, un beau marchand de tissus bien habillé de la ville animée de Mazuba, entra dans son monde, ce fut comme un coup du destin. Il charma tout le village en quelques jours, mais c'est Luana qui attira son attention. Il lua essay biut, essay simplicite, essay loyat. Il lui dit qu'elle était différente des femmes extravagantes de Mazuba. Il parla comme un homme qui avait trouvé la pièce manquante. Moins d'un mois plus tard, il la demanda en mariage. Le village célébra cette union comme une fête. Les gens dansèrent, cuisinèrent et prièrent pour leur bonheur. Pleine de confiance et d'amour, Luana suivit son mari à Mazuba, pensant que sa vie était devenue un conte de fées. Mais les contes de fées mentent. Kalamb avait une autre envie. Derrière son visage charmant se cachait un homme qui voulait plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de femmes. Il ne se contentait pas d'une épouse fidèle qui cousait des vêtements. En ville, il s'entourait d'amis bruyants et de fêtes tapageuses. Bientôt, il rencontra Nyari, une propriétaire de boutique au style audacieux qui voyait Kalamb comme un instrument de profit et de plaisir. Nyari savait déformer les mots et manipuler les hommes. Elle nourrissait Kalamb de poisons enveloppés dans du sucre. Elle lui a dit que Luana le retenait, qu'il avait besoin d'une femme de prestige, une femme comme elle. Kalamb a commencé à la croire. Il a commencé à mentir, à rentrer tard, à éviter les questions de Luana. Mais le divorce nuirait à sa réputation. Il avait besoin qu'elle parte. Discreetment. De façon permanente. C'est là que l'idée m'est venue. Un faux rituel de purification spirituelle. Quelque chose de crédible. Quelque chose de mortel. Il retourna à Dolamba, le regard faussement inquiet, racontant à Luana qu'il avait rencontré un prophète qui pourrait l'aider à ouvrir son chemin spirituel vers une vie meilleure. Elle lui faisait confiance. Un soir, ils quittèrent la maison. Kalamb la conduisit dans un endroit isolé près de l'autoroute Zikomo, où deux hommes masqués l'attendaient. Luana, confuse mais obéissante, accepta la boisson qu'on lui offrit. Celle-ci était censée purifier son âme. Elle en fut prise de vertige. Son corps lâcha prise. Elle les entendit creuser. Puis, plus rien que de la terre. Kalambi eni brancapa. Il paya les hommes, leur ordonna d'effacer toute trace et partit comme un homme libre. Dans son esprit, elle était partie à jamais. Pas de détails à négliger. Pas de culpabilité. Juste la liberté d'épouser Nyari et de bâtir son empire. Mais ce que Kalamb ignorait, c'est que Luana n'avait pas encore terminé. Elle était enterrée, oui, mais pas morte. Pas du tout. Pas même. Mazuba n'avait rien à voir avec Dolamba. C'était un quartier bruyant, animé, peuplé de gens en quête d'argent et de pouvoir. Kalembe et Segriega sentai par faitemen bien. Il a ouvert son commerce de tissus en ville, avec Luana à ses côtés. Mais elle n'appartenait pas à ce monde. Elle était trop silencieuse, trop gentille, trop traditionnelle. Et bientôt, Kalamb cessa de la considérer comme sa partenaire. Il commença à passer plus de temps loin de chez lui, à trouver des excuses, à rentrer tard, à sentir un parfum qui n'était pas celui de Luana. Son cœur avait déjà basculé. C'est alors qu'il rencontra Nyari. Elle possédait une boutique à 2 rues de la sienne. Audacieuse, vêtue de soie et d'or, elle ne parlait jamais sans proférer des paroles acerbes. Nyari ne s'intéressait pas à l'amour. Elle souhaitait s'élever. Elle voyait Kalamb comme sa prochaine étape. Elle ne se contentait pas de flirter. Elle nourrissait son ego. Elle lui disait qu'il était trop bien pour une femme comme Luana. Elle se moquait de ses robes simples et de sa voix douce. « Elle te retient, Kalamb, murmura-t-elle. Tu veux le vrai succès. Tu as besoin d'une femme qui agit avec force, pas avec pitié. » Kalamb, plein d'orgueil et d'avidité, commença à la croire. Il commença à voir Luana comme un problème. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'elle. Nyari insiste davantage. Pourquoi trimballer de vieux bagages quand on peut marcher libre? Dit-elle un soir, d'une voix douce et venimeuse. Kalembieni protesta pas. Plus il courait après l'argent,
plus il voulait que Luana disparaisse. Pas seulement de chez lui, mais de sa vie. Il commença à planifier. Au début, il avait pensé au divorce. Mais l'idée lui semblait trop compliquée. Luana en savait trop. Elle pourrait ruiner son image, son entreprise, voire révéler sa liaison. Il avait besoin qu'elle disparaisse d'une manière que personne ne puisse remettre en question. C'est alors que la pensée la plus sombre lui est venue. Et si elle disparaissait? Il ne lui dit rien, bien sûr. À la maison, il se comportait normalement, doucement même. Il l'embrassait sur la joue, lui apportait à manger, lui disait qu'il l'aimait. Mais chaque soir, il rencontrait Nyari et planifiait. Nyari connaissait des gens, des hommes prêts à tout pour de l'argent. C'était simple. Emmenez-la loin, rendez-la spirituelle, faites-la tranquille. Kalamb a bien vendu l'histoire. Il a raconté à Luana qu'il avait rencontré un prophète qui pourrait les aider à obtenir davantage de bénédictions. Il leur dit qu'ils devaient retourner dans son village pour purifier leur chemin. Luana, toujours fidèle, le crut. Elle pensait qu'il essayait d'arranger les choses. Elle ne voyait pas les mensonges dans ses yeux, ni le couteau caché dans ses douces paroles. Kalamb était prêt. L'avidité qui sommeillait en lui avait dévoré tout l'amour qu'il avait pu posséder. Il ne lui restait plus que l'ambition et une femme dangereuse qui lui murmurait à l'oreille. Luana, dans son esprit, était déjà partie. Il ne lui restait plus qu'à l'enterrer et à commencer une nouvelle vie, avec Nyari, le pouvoir, sans personne pour lui rappeler l'homme qu'il était autrefois. Kalamb retourna à Dulamba tel un mari inquiet, dissimulant sa culpabilité sous de fausses larmes et de rusés mensonges. Il prit les mains de Luana et lui parla de la voix calme d'un homme en quête de paix. Il lui dit avoir rencontré un puissant prophète en ville, quelqu'un qui pourrait les aider à grandir spirituellement et leur ouvrir les portes de la bénédiction. Luana, toujours confiante, le crut sans hésiter. Elle se dit que son mari allait peut-être enfin revenir vers elle. Elle prépara un petit sac, vêtu de son pagne préféré, et le suivit, le cœur plein d'espoir. Ils roulèrent dans la nuit, la route déserte, les étoiles cachées par d'épais nuages. Kalamb parla à peine. Luana essaya d'engager la conversation, mais il se contenta d'acquiescer. Au bout d'une heure, ils atteignirent une vieille cabane abandonnée près de la route de Zikomo, un endroit que personne ne visitait, couvert de mauvaises herbes et d'ombre. Le prophète attend à l'intérieur. Des deux chemins de Kalamb. Luana en sortit, confuse mais calme. Elle remarqua deux hommes qui attendaient dans l'obscurité, le visage caché derrière des masques en tissu. Ils se présentèrent comme les assistants du prophète, Tanso et Rugari. Leur voix était basse et froide. L'un d'eux lui tendit une coupe en bois remplie d'un liquide étrange. « Bois-le, dit-il. Cela purifiera ton âme et te préparera au rituel. » Luana hésita, mais Kalamb lui adressa un signe de tête rassurant. Elle prit une petite gorgée. Le goût était amer. En quelques secondes, ses jambes s'affaiblirent. Sa vision se brouilla. Le monde autour d'elle tournoya. Elle essaya de parler, mais sa langue était lourde. Son corps s'effondra au sol. Elle entendait les hommes chuchoter. Elle vit Kalamb reculer, impassible. Tanso et Rugari traînèrent son corps inerte jusqu'à un trou qu'ils avaient creusé plutôt derrière la hutte. Il n'était pas profond, juste assez pour cacher un secret. Luana sentait la terre froide sous elle. Son rythme cardiaque ralentit, mais son esprit s'accrochait encore à la vie. Alors qu'il la descendait, elle aperçut une dernière fois Kalamb, debout au-dessus, l'observant sans cligner des yeux. Puis la terre arriva, poignée par poignée. Son corps était lourd, son souffle s'amenuisa. La terre recouvrait ses jambes, puis sa poitrine, puis son visage. L'obscurité l'enveloppa comme une couverture. Kalamb ne resta pas longtemps. Il paya les hommes, leur ordonna de disparaître et partit sans se retourner. Au fond de lui, c'était fait. Sans question, sans preuve. Il croyait avoir enterré son passé, sa vie de village, sa fidèle épouse. Il ne lui restait plus qu'un nouveau départ à Mazuba. Avec Nyari, avec de l'argent, sans condition. Il s'en alla comme si de rien n'était. Mais sous terre, quelque chose bougea. La terre avait englouti Luana, mais elle ne l'avait pas tuée. Elle n'était pas partie, pas encore. La nuit était silencieuse après le dernier jet de terre. Tamzo et Rugari se tenaient près de la tombe peu profonde, s'essuyant les mains et riant à voix basse. Kalamb alluma une cigarette et leur tendit une épaisse enveloppe brune, pleine d'argent liquide. Pas de détails en suspens, dit-il fermement, le regard froid. Elle est partie pour toujours. Les hommes acquiescèrent,
empochant l'argent comme si c'était un travail de plus. Sans culpabilité, sans arrière-pensée. Caleb se détourna, satisfait. Son passé était enterré, son avenir, propre. Mais sous cette fine couche de terre, Luana n'était pas morte. Sa respiration était courte, mais présente. Sa poitrine lui faisait mal, sa tête lui martelait la tête. La poussière lui emplissait la bouche, le nez et les oreilles. La panique la frappa d'abord. Elle tenta de crier, mais le poids de la terre la fit taire. Ses bras refusèrent d'abord de bouger, figés par le choc. Mais alors, quelque chose en elle s'est brisé. Ni la peur, ni la douleur, mais la survie à l'état brut. Elle a résisté. Rien. Elle poussa de nouveau. Ses doigts, encore faibles, commencèrent à remuer la terre. Chaque mouvement la brûlait. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle griffait avec ses ongles cassés, chaque mouvement de sa main grattant la peau de ses doigts. La terre lui collait à la gorge. Ses poumons brûlaient, mais son esprit hurlait plus fort que ses blessures. Vivez. Chaque respiration était un combat. Elle toussa, avala de la boue, puis repoussa. Ses bras s'agitèrent comme la pierre, son corps engourdi. Mais heure après heure, elle prenait des centimètres. Elle ne pouvait plus distinguer le jour du jour. Elle sentait seulement son poids s'alléger lentement, centimètre après centimètre, douloureusement. Ses larmes se mêlèrent à la terre. Elle pleura et creusa. Pleura et creusa. Le monde d'en haut continuait comme si de rien n'était. Puis enfin, une brise. Un souffle d'air effleura ses doigts. Elle creusa plus vite. Sa main perça la surface. Sa tête suivit, puis ses épaules. Avec un dernier cri, elle s'extirpa de la tombe et s'effondra dans l'herbe près de la Zikomo Highway. Le ciel changeait de couleur. L'aube pointait. Le soleil n'avait aucune idée de ce qui venait de se lever de terre. Luana gisait là, tremblante, trempée de sueur, de sang et de terre. Ses ongles étaient arrachés. Ses bras étaient écorchés à vif. Ses yeux s'ouvraient à peine. Mais elle était vivante. Halitant. Breeze. Mais vivant. Elle regarda la tombe. Un creux superficiel dans la terre qui aurait pu devenir son cercueil. Son cœur battait la chamade, trahi. Son mari. L'homme qu'elle avait aimé. C'est lui qui a fait ça. Il l'a payé. Il l'a vu se produire. Et maintenant, il pensait qu'elle était partie. Mais Luana était toujours là. La femme qui l'avait enterrée n'était pas morte. Elle avait rampé hors de sa propre tombe. Luana se releva lentement. Le vent caressait sa peau. L'autoroute s'étendait devant elle. Vide, mais plein de sens nouveaux. Son voyage n'était plus une question d'amour. Il était une question de vérité. Justice. Et vengeance. Luana, meurtrie et couverte de terre, trébuchait sur la route solitaire, tel un fantôme sorti d'une tombe. Ses pieds saignaient sur le gravier rugueux. Son corps la faisait souffrir à chaque pas. Mais elle marchait, refusant de s'arrêter. Le soleil tapait fort. Impitoyable. Ses vêtements étaient déchirés. Le visage tuméfié. Ses yeux s'ouvraient à peine. Elle n'avait aucun plan. Seule la volonté de bouger. Chaque respiration lui rappelait qu'elle était vivante. Mais à peine. Son esprit s'emballait, repassant chaque instant. Les mensages de Colembi. La boisson. Le trou dans la terre. Elle marchait encore. Puis ses jambes ont lâché. Elle tomba à genoux et s'effondra sur le bord de la route. La poussière s'éleva autour d'elle tandis qu'un crissement de pneus retentissait. Un gros camion bleu s'arrêta. Le chauffeur, un homme aux épaules larges et aux yeux fatigués, sauta de la voiture. Il s'appelait Boak, un transporteur de céréales. Il se précipita à ses côtés, stupéfait. Par les esprits. Que t'est-il arrivé? Murmura-t-il en s'agenouillant. Elle ne répondit pas. Sa bouche était trop sèche. Ses lèvres s'ouvrirent en deux. Mais aucun mot ne sortit. Il pouvait voir la douleur partout en elle. Son corps racontait une histoire qu'elle ne pouvait pas encore exprimer. Elle n'insiste pas. Sans hésiter, Boak retira son manteau et l'enveloppa autour de son corps tremblant. Doucement, il la souleva dans le camion et lui mit une bouteille d'eau dans les mains. Elle but lentement. Son regard croisa le sien une seconde, empli de peur, mais aussi d'une ardeur brûlante. Il ne posa plus de questions. Il conduisit toute la nuit, s'éloignant de Dulamba, traversant la frontière pour rejoindre la ville de Lamouza. La route était chaotique, mais elle ne se plaignit pas. Elle s'appuya contre la porte et regarda dehors, silencieuse. Son esprit était désormais calme, concentré. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas revenir en arrière. Arrivée à Lamouza à l'aube,
Book s'arrêta devant un bâtiment délabré arborant une enseigne rouillée. Refuge pour femmes. Il se tourna vers elle et lui demanda doucement. Comment dois-je leur dire que tu t'appelles? Elle réfléchit un instant. Luana était morte. Elle ne pouvait pas risquer d'être retrouvée. Luma, dit-elle doucement. Juste Luma. Book hocha la tête. Il la conduisit à l'intérieur et la remit à l'infirmière bienveillante de l'accueil. Luma ne donna aucun détail. Pas de nom de famille. Juste le silence et la douleur. Le personnel comprenait. Ils avaient déjà vu des femmes comme elle, brisées mais pas achevées. Ils lui donnèrent à manger, un lit propre et un endroit sûr où dormir. Alors que Luma était allongée cette nuit-là, les yeux rivés au plafond, elle toucha les plaies en voie de guérison sur ses mains. Elle n'était plus la tailleuse silencieuse de Dulamba. Quelque chose avait changé dans le sol. Quelque chose s'était réveillé. Son passé l'avait ensevelie. Mais maintenant, elle se relevait, non pas comme une victime, mais comme une tempête. Au refuge, Luana, qui se faisait désormais appeler Luma, était enfin en sécurité. Les bleus sur son corps s'estompaient peu à peu, mais les cicatrices restaient profondes. Les femmes du refuge ne posaient pas beaucoup de questions. Elles lui donnaient simplement à manger, un endroit chaud où dormir et de l'espace pour respirer. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se réveilla pas en hurlant. La plupart du temps, elle restait assise dans un coin, silencieuse, à regarder les autres aller et venir, essayant encore de reconstituer sa personnalité. Un matin, alors qu'elle se promenait au marché local, elle trouva un panier rempli de chutes de tissus. Déchirés, délavés et inutiles pour la plupart, mais pas pour elle. Ses doigts brûlaient d'envie de créer à nouveau. Elle rapporta quelques morceaux au refuge. Cette nuit-là, elle cousait en silence sous une simple ampoule, ses mains bougeant comme si elle se souvenait d'une partie de son cœur qu'elle croyait disparue. Elle confectionna une robe simple et la porta le lendemain. Une femme du refuge lui demanda où elle l'avait achetée. Quand Luma a dit qu'elle l'avait fait, la femme l'a supplié d'en faire une aussi. Et comme ça, une commande s'est transformée en 5, puis en 10. La nouvelle s'est répandue. Les gens du quartier venaient voir cette femme tranquille aux mains d'or qui transformait les déchets en trésors. Elle commença à fréquenter le marché plus souvent, à ramasser des déchets et à marchander avec les vendeurs. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait du talent. Le refuge lui a permis d'utiliser une pièce libre comme atelier. Elle travaillait tard le soir, le regard brûlant d'une détermination silencieuse. Chaque robe qu'elle confectionnait portait sa douleur, chaque couture son feu. Les mois ont passé. Ses vêtements ont attiré l'attention d'une boutique locale qui lui a proposé de présenter ses créations. Cela lui a valu une plus grande visibilité et de nouvelles commandes. Elle a enregistré son propre nom, Luma Trades. Au départ, c'était une modeste boutique au coin d'une rue de Lamouza, avec juste une machine à coudre et un tabouret en bois. Mais elle rayonnait de son énergie. Elle créait des robes qui donnaient aux femmes un sentiment de puissance. Ses créations n'étaient pas que des tissus, c'étaient des histoires. Et les gens y adhéraient. L'entreprise s'est développée. Petit à petit, Luma a embauché d'autres femmes du refuge, leur a donné du travail et leur a appris à coudre. Elles sont devenues sa famille, son cercle de survivantes. Mais derrière son sourire serein, elle n'oubliait jamais. Elle se souvenait de la nuit, du trou, de la trahison. Chaque matin, elle ouvrait sa boutique. Elle se murmura, « Ils m'ont enterré comme si je n'étais rien. Je reviendrai comme une tempête. » Et elle travailla ainsi. Elle économisait. Elle écoutait les rumeurs dans les milieux d'affaires. Elle ne posait aucune question, se contentait d'observer. Elle observait le monde des hommes comme Kalamba, avide, bruyant et stupide. Elle les observait s'élever et s'effondrer. L'humain ne courait plus. Elle se reconstruisait, une rage silencieuse perçant chaque ourlet, et une tempête grondait lentement derrière ses yeux. Ses mains étaient douces, mais son esprit était plus vif que jamais. Elle était sûre d'une chose. Ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début de son retour. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Luana était sortie de sa tombe. La femme discrète, qui cousait autrefois des vêtements dans le coin d'un refuge, était devenue un nom murmuré avec respect dans les cercles de la mode. Elle n'était plus seulement Luma. Elle était Madame Luma. Un mystère, une marque, une force. Ses créations étaient partout, de Lamusa à Mazuba. Elle ne se contentait plus de coudre. Elle régnait. 5 boutiques portaient désormais son nom, chacune plus prospère que la précédente. 3 tailleurs qualifiés travaillaient sous ses ordres,
formée par ses soins. Elle ne se promenait plus dans les marchés. Elle avait des acheteurs et des camionnettes de livraison. Ses vêtements apparaissaient dans les magazines, son nom inscrit en lettres d'or au-dessus des vitres brillantes. Mais personne ne connaissait son vrai nom. Personne ne savait à quoi elle avait survécu. Luana avait disparu, enterrée et oubliée. Madame Luma Porta. Il des lunettes de soleil à chaque réunion, son visage lisse et indéchiffrable. Une nouvelle perruque chaque semaine, des chaussures de créateur neuves et une confiance en soi inestimable. Sa voix était calme et froide, ses affaires étaient précises. Ceux qui tentèrent de la duper comprirent vite qu'il ne fallait pas jouer avec elle. La jeune fille, autrefois laissée pour morte, était devenue une véritable tempête en talons hauts. Elle gardait les yeux fixés sur Mazuba, l'observant silencieusement depuis l'ombre. Le nom de Calambe circulait encore, mais il avait perdu de son éclat. Son commerce de tissus, autrefois florissant, commençait à décliner. Retard de paiement, matériaux bon marché, mauvaise gestion, tout s'écroulait. Et juste au moment où il avait le plus besoin d'investisseurs, Madame Luma a agi. Sans presse, sans bruit. Elle n'a pas envoyé d'avocat. Elle est entrée seule, vêtue de blanc, les yeux couverts de lunettes noires, les talons claquants comme le tonnerre. Les employés du magasin de Calambe ignoraient qui elle était. Elle se dirigea droit vers le bureau du directeur et y laissa tomber une épaisse enveloppe marron pleine d'argent liquide. Le directeur écarquilla les yeux. « Vous voulez racheter toute l'entreprise » demanda-t-il. Elle hocha la tête une fois. « À une condition, » dit-elle, « Calambe n'y remettra plus jamais les pieds. » Calambe était alors désespéré. Il accepta l'argent sans poser de questions, pensant avoir trompé une femme riche et insensée. Il ne reconnut pas sa voix. Il ne regarda pas assez près pour voir le feu dans ses yeux. Une fois le contrat signé, Madame Luma se tenait au centre de sa nouvelle boutique, autrefois son empire, et regarda autour d'elle. Les murs, les tables, les rouleaux de tissu, tout était à elle maintenant. Elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle restait simplement silencieuse et se souvenait. Elle n'avait pas crié vengeance. Elle l'avait recousu. Elle n'avait pas couru après la justice. Elle l'avait construit. Maintenant, l'homme qui l'avait abandonné à sa mort sans le savoir lui tendait son dernier morceau de fierté. Elle se retourna et sortit, son manteau flottant derrière elle comme la robe d'une reine. Le monde ne saurait jamais ce que Calambe avait fait. Mais elle le savait, et elle avait déjà gagné. La vie de Calambe s'était transformée en poussière. Son entreprise, autrefois florissante, n'était plus que l'ombre de ce qu'elle était. Les fournisseurs refusaient de lui accorder du crédit. Des rumeurs circulaient à Mazuba selon lesquelles il était ruiné, voire maudit. Nyari, la femme pour laquelle il avait tout détruit, l'avait saigné à blanc. Nouveaux bijoux, shopping sans fin, nuits de folie, et aucune fidélité. Elle a quitté l'entreprise dès que les finances ont commencé à baisser. Et alors qu'il pensait que la situation ne pouvait pas empirer, il a reçu une offre. Un magnate des affaires, riche, puissant et inconnu, voulait lui racheter la totalité de ses parts. Pas de négociation. Tout en espèces. Calambe y a vu une solution de salut. Il n'a pas posé de questions. Il avait besoin d'argent. Il était fatigué. « Epwis, desespère. Madame Luma veut acheter ma boutique. »« Pourquoi » demanda-t-il au messager. Déconcerté, il ne savait pas qui elle était. Il avait entendu ce nom, bien sûr. Tout le monde l'avait entendu. C'était la tempête de la mode venue de nulle part, qui envahissait les boutiques et faisait la une des journaux. Mais pourquoi une femme comme elle voudrait-elle voir son navire couler? La réunion avait lieu dans le même bureau qu'il dirigeait autrefois. Il portait son dernier costume propre. Il vaporisait de l'eau de Cologne, bon marché sur une chemise froissée. Il se dit que ce n'était que du travail. Il s'assit à la longue table, s'agitant, observant la porte. Puis elle s'ouvrit. Elle entra comme une tempête contenue dans le silence. Blouse blanche, talons claquants, lunettes de soleil cachant ses yeux. Derrière elle, avocat et assistant. Mais elle n'en avait pas besoin. La chambre lui appartenait désormais. Calambe se leva, s'efforçant d'avoir l'air confiant. Mais quelque chose dans sa présence lui serrait la poitrine. Elle ne s'assit pas. Elle marcha lentement vers lui. Puis elle retira ses lunettes de soleil. Calambe cligna des yeux. Puis elle retira sa perruque. Sa mâchoire se décrocha. C'était elle, Luana, vivante. Ses cheveux étaient plus courts, sa peau éclatante, sa posture ferme. Mais ses yeux,
ces mêmes yeux qui le regardaient autrefois avec amour, le fixaient maintenant avec une force tranquille. Surprise, mon mari, dit-elle doucement. La tombe ne me retenait pas. Calambe ne pouvait plus respirer. Il trébucha en arrière, agrippé à la chaise. Ses genoux cédèrent. Il tomba au sol, la fixant comme s'il voyait un fantôme. Je t'ai enterré, murmura-t-il. Tu as essayé, répondit-elle. Mais je t'ai enterré. Aujourd'hui. Les avocats ont déposé les papiers sur la table. L'affaire était déjà conclue. Elle n'avait pas besoin de sa permission. Elle était juste venue voir son visage se briser. Calambe observa la pièce qui était autrefois la sienne. Les murs, les échantillons de tissu, les machines. Tout lui appartenait désormais. Acheté, possédé, terminé. Il avait tout perdu à courir après la luxure et la cupidité. Elle s'était reconstruite à partir de la poussière. Et elle était revenue avec silence et stratégie. Elle n'avait pas crié. Elle n'a pas giflé. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement retournée, ses talons résonnant dans la pièce, et est sortie. Calambe resta allongée par terre, les yeux fixés sur la porte. Luana n'était plus sa femme. Elle était son adversaire. Le lendemain de l'achat de la boutique de Calambe, Luana a fait quelque chose d'inattendu. Elle a diffusé une vidéo en direct. Pas n'importe quelle vidéo, mais une confession complète, crue et en temps réel, accompagnée d'une dénonciation. Elle s'est installée dans le même bureau que Calambe dirigeait autrefois, a allumé l'appareil photo de son téléphone et a lancé le direct. En quelques minutes, des milliers de personnes se sont jointes à elle. Passionnés de mode, des blogueurs à potins, des villageois de Dillamba, et même des médias. Ils l'observèrent en silence tandis qu'elle commençait à parler. Elle raconta son histoire. Comment elle avait fait confiance à Calambe. Comment il l'a attirée dans un piège. Droguée et laissée ensevelie. Sa voix était immobile. Elle ne pleurait pas. Ses mots étaient tranchants. Stable. Pleine de vérité. Elle a prouvé. Capture d'écran. Bordera de transaction. Enregistrements voca anonyms. Tout. Elle a révélé comment il avait payé Tanso et Rugari pour l'enterrer vivante. Elle a partagé de vieux messages de Nyari, se moquant d'elle et complotant avec Calambe. Rien n'a été oublié. Il pensait que j'étais parti, dit-elle à la caméra. Mais je me suis extirpé. Et maintenant, le monde va le savoir. Puis, le coup de théâtre final. Pendant que la vidéo passait, la porte du bureau s'ouvrit. 2 officiers sont entrés. De vrais officiers. En uniforme. Menotté, Calambe, ignorant la diffusion en direct, fut amené par son assistant, sous prétexte de signer un document. Dès qu'il vit les policiers, il se figea. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en essayant de rire. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et fraude financière » répondit un policier. La section des commentaires explosa. Des milliers de téléspectateurs ont exprimé leur choc, leur colère et leur soutien. Certains ont applaudi, d'autres ont pleuré. Calambe a été menotté sur place, filmé en direct. « Vous n'êtes pas seulement un tricheur » a ajouté l'agent. « Vous êtes un criminel. » Le visage de Calambe pâlit. Il ne dit pas un mot. Puis vint le tour de Nyari. Luana avait suivi ses déplacements. Le même jour, Nyari a été arrêtée alors qu'elle tentait de fuir le pays avec de faux passeports et une valise remplie de documents volés. Les autorités l'ont appréhendée à la frontière. Lorsque la nouvelle a éclaté, le live de Luana est devenu encore plus viral. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le pays. Stations de radio, présentateurs de journaux télévisés, youtubeurs. Tout le monde parlait de la femme revenue d'entre les morts et qui avait fait tomber ses traites. Les enquêtes en révélèrent encore plus. Calambe avait été impliqué dans d'autres affaires douteuses. Évasion fiscale, fraude, détournement de fonds au syndicat du tissu. Sa chute ne fut pas seulement retentissante. Elle fut totale. Tout ce qu'il avait construit, chaque mensonge qu'il avait vécu, s'est effondré en public. Nyari, autrefois fière reine des boutiques, a été photographiée menottée. Son visage était caché derrière sa tresse. La boutique de Calambe a été vidée. Ses comptes ont été gelés. Son nom a été ruiné. Pendant ce temps, Luana, ou Madame Luma, souriait discrètement derrière la caméra. Elle ne criait pas. Elle ne se débattait pas. Elle a simplement laissé la vérité parler d'elle-même. Sa vengeance n'était ni bruyante ni sanglante. Elle était précise, calculée, légendaire, et le monde entier l'a vue en direct. Après le procès, Calambe a dû faire face à toute la justice.
Le tribunal l'a reconnu coupable de tentative de meurtre, de complot, de fraude et d'autres crimes. Ses mensonges et ses crimes n'étaient plus cachés. Le juge l'a condamné à 28 ans de prison, un avertissement pour quiconque pensait pouvoir échapper à la punition. Derrière les murs froids de la prison, Calambe a dû faire face aux conséquences de sa cupidité et de sa trahison. Nyari, quant à elle, a tenté de fuir son passé. Elle a fui le pays, espérant disparaître et repartir de zéro. Mais la loi a été plus rapide. Elle a été mise sur la liste noire de tous les pays voisins. Les frontières lui étaient fermées. Sa réputation ruinée. Où qu'elle se cache, le monde savait qui elle était et ce qu'elle faisait. Sa vie autrefois glamour a été brisée. Pendant ce temps, Luana a retrouvé son identité et son pouvoir. Elle n'a plus besoin de se cacher derrière le nom de Madame Luma. Elle retourna à son village, d'Ulamba. Mais cette fois, elle marchait avec assurance et détermination. Les villageois, qui autrefois murmuraient sa disparition, l'accueillaient désormais avec respect et admiration. Elle n'était pas seulement la femme qui a survécu. Elle était la femme qui a vaincu. Luana ne s'est pas arrêtée là. Elle a utilisé sa nouvelle influence pour aider celles qui étaient prisonnières du silence et de la douleur. Elle a créé une fondation, Rise from the Dirt, dédiée aux femmes qui, comme elle, avaient été ravagées, physiquement ou émotionnellement, par la trahison et la cruauté. La fondation offrait refuge, soutien et espoir à celles qui souffraient encore en secret. Lorsque des jeunes filles et des femmes se sont rassemblées autour d'elle, elle s'est exprimée avec fougue et courage. Ils ont essayé de me réduire au silence, a-t-elle dit, les yeux brillants d'une détermination farouche. Mais maintenant, je parle au nom de ceux qui sont encore ensevelis, dans la douleur, la peur, la trahison. Tu t'élèveras aussi. Ces paroles étaient plus qu'un encouragement. C'était une promesse. Son histoire est devenue un symbole de force et de résilience, inspirant non seulement son village, mais toute la région. De la femme enterrée vivante à celle qui s'est élevée au-delà de toute espérance, la vie de Luana a prouvé qu'aucune obscurité ne pouvait abattre un esprit déterminé. Le plan de Calambe pour l'effacer avait complètement échoué. Au lieu de disparaître sous terre, Luana s'était extirpée, avait riposté et était devenue inoubliable. Son héritage n'était pas celui d'une victime, mais celui d'une victoire, démontrant la puissance du courage et de la justice. On l'a enterrée pour l'oublier, mais elle s'est relevée pour rappeler au monde que certaines histoires ne s'arrêtent pas en silence, elles résonnent à jamais. Si jamais vous vous sentez pris au piège, trahi ou enseveli sous les épreuves de la vie, souvenez-vous de l'histoire de Luana. Elle a été abandonnée par ceux qu'elle aimait le plus, mais elle a trouvé la force de se défendre, de s'en sortir alors que personne ne la croyait capable. Son parcours, de la douleur au pouvoir, nous montre que, quelle que soit l'obscurité, l'espoir et le courage peuvent nous ramener à la lumière. Cette histoire nous rappelle que chacun de nous mérite de surmonter ses difficultés et de reprendre sa vie en main. Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Comme Luana, vous avez en vous un feu qui n'attend que de brûler intensément et sans fin. Ne laissez personne enterrer vos rêves ou vous faire taire. Tenez-vous droit, persévérez et montrez au monde votre véritable force. Si le parcours de Luana vous a touché et inspiré, aidez-nous à diffuser ce message puissant. Aimez cette vidéo pour soutenir les témoignages de courage et de résilience. Partagez-la avec vos proches afin qu'ils puissent, eux aussi, retrouver l'espoir dans les moments les plus difficiles. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables, inspirantes et inspirantes. Merci infiniment de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Ensemble, nous nous élevons, nous inspirons et nous n'abandonnons jamais. Restez forts, gardez espoir et continuez à briller.